Bonjour et bienvenue à la série En Mouvement. En Mouvement est une série d'entrevues réalisées par l'Institut Malais qui vise à mettre en lumière l'évolution de la culture philanthropique québécoise en tentant de mieux comprendre les enjeux actuels et de promouvoir les solutions imaginées par les acteurs de la bienfaisance et de la philanthropie d'ici. Nous y recevrons différents invités, tous agissent pour la ou les causes de leur cœur. Ils viendront nous partager leur expertise, leurs constats, mais surtout les actions qu'ils mènent au quotidien. Je suis Caroline Richard, directrice générale de l'Institut Malais, et c'est moi qui aurai la chance de m'entretenir avec ces acteurs de changement engagés pour le bien commun et qui, j'en suis certaine, sauront vous inspirer dans vos propres engagements. Je vous souhaite une bonne écoute et de nombreux apprentissages. Bonjour et bienvenue à cet épisode d'En Mouvement. Nous évoquerons aujourd'hui un domaine de la philanthropie qui semble particulièrement en difficulté, c'est-à-dire la philanthropie dans le milieu culturel. Pour ce faire, nous recevons l'ancien président-directeur général du Conseil des arts et des lettres du Québec et ancien directeur général du Conseil des métiers d'art du Québec, M. Yvan Gauthier. Bonjour Yvan, merci d'être là. Bonjour, merci de m'avoir invité et merci d'avoir mis la philanthropie culturelle à l'agenda. Depuis plusieurs années, et particulièrement depuis la pandémie, les articles décrivant la situation difficile de la culture se multiplient. Le 15 novembre dernier, Le Devoir titrait « Les dons en culture, parents pauvres de la philanthropie ». Une étude menée par BNP sur l'évolution de la philanthropie au Québec sur le secteur des arts et de la culture montrait des baisses importantes au point de vue du nombre de donateurs, mais aussi des dons. De plus, notre sondage réalisé en 2022 montrait que seulement 5 % des dons allaient à la culture. Plusieurs études ces dernières années ont également mis en lumière la nécessité pour les acteurs de la philanthropie culturelle d'évoluer vers une philanthropie dite davantage de proximité et vers une plus grande professionnalisation du secteur. Nous essaierons donc aujourd'hui de mieux comprendre la situation de la philanthropie culturelle ainsi que son évolution. Pour entamer la discussion, j'aimerais préciser qu'il y a plusieurs formes de philanthropie en culture. On peut penser aux dons d'œuvres, aux dons de temps, aux dons d'expertise dans les festivals ou auprès de nos institutions. Bien que ces dons soient essentiels pour le secteur, il sera surtout question aujourd'hui dans cet épisode du don d'argent et du financement des organisations. D'abord, Yvan, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter ainsi que votre lien avec le milieu de la philanthropie culturelle? Alors, comme vous l'avez mentionné au début, j'ai œuvré au sein du Conseil des métiers d'art comme directeur général pendant 12 ans. Mais au cours de cette période aussi, j'ai été fortement engagé dans l'ensemble des secteurs de la culture. J'ai été président du Conseil québécois des ressources humaines en culture. J'ai été membre et cofondateur du Mouvement des arts et des lettres, un mouvement qui revendiquait un meilleur financement public de la culture. J'ai été coprésident d'un comité gouvernemental sur les conditions de vie des artistes mis sur pied par le ministère de la Culture et autres. Donc, cette période m'a donné vraiment une vision plus globale du secteur de la culture. Et en 2004, j'ai été nommé PDG du Conseil des arts et des lettres, comme vous l'avez mentionné. Et au cours de cette période, j'ai hérité de la gestion du programme Placement Culture, qui est un des programmes phares là, du mécénat culturel au Québec. On y reviendra plus tard. Et en 2013, je suis devenu président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal, une fondation qui, entre autres, gère les fonds de 200 organismes culturels. Donc, une expérience du secteur de la culture, mais aussi une connaissance de tout son volet philanthropique. C'est un peu la mixité, je dirais, avec laquelle l'expérience et la mixité avec laquelle je propose de répondre à vos interrogations et questions. Donc, aujourd'hui, vous nous dressez un constat qui est imprégné de votre expérience, autant en philanthropie qu'en culture. Oui, et d'ailleurs, peut-être, j'aimerais faire peut-être une rétrospective pour bien comprendre l'évolution du secteur de la culture et de la philanthropie. Bon, le secteur de la culture, pour les gens qui le connaissent moins, c'est un secteur qui se finance avec 3 leviers. Le financement gouvernemental, le financement généré par les activités de l'organisme, forme de billets de spectacle, d'œuvres, etc., et le financement philanthropique. Il faut savoir que le financement public n'a pas toujours été un acquis. C'était à la fin des années 50, suite à un rapport commandé par le gouvernement fédéral, le rapport Massé,
où il y a eu une prise de conscience qu'il n'y aurait pas de culture canadienne sans financement public. Et un constat que les grandes institutions canadiennes étaient financées par des fondations américaines, Fondation Rockefeller, Carnegie. Alors, il y a eu, suite au dépôt de ce rapport-là, création du Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de Montréal, et le ministère de la Culture au Québec a été créé en 1961. Donc, les grandes institutions pour financer le financement public de la culture ont été mises sur pied. Au début des années 90, il y a vraiment eu une éclosion, développement du nombre d'organismes culturels et il y a eu là aussi une réflexion sur le financement à plus long terme des organismes. Et c'est là que le retard philanthropique en culture a été constaté. Et le gouvernement fédéral a décidé à ce moment-là d'implanter une mesure qui s'appelle Fonds incitatif au fonds de dotation pour assurer le financement à long terme des organisations par le biais des fonds de dotation. Au Québec, on a créé, le ministère de la Culture a créé le programme Placement Culture, une autre mesure d'encouragement pour la création de fonds, mais de fonds qui pouvaient être retirés après une période de 2 ans, 10 ans ou gardés à perpétuité. Donc, ces programmes-là existent toujours et au cours des 20 dernières années, ils ont vraiment entraîné une démocratisation de la philanthropie en culture. Il y a vraiment eu, à travers le Québec, plus de 400 organismes qui ont participé à l'effort philanthropique par des collectes de fonds en suscitant l'intérêt des mécènes. Alors, on suscitait l'intérêt des mécènes par la subvention de contrepartie à leurs dons que permettait le programme fédéral et provincial. Donc, un mécène qui faisait un don de 5 000 $, bien, le programme appariait le don par une subvention du total des dons que l'organisme réclamait. Donc, si l'organisme, le bilan final de l'organisme était une collecte de fonds qui atteignait 100 000 $, bien, il y a une subvention de 100 000 $ d'un programme et d'un autre qui venait appuyer l'action philanthropique de l'organisme. Alors, c'est stimulant pour un donateur de voir son don multiplié par 2. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, le programme a amené une démocratisation quand même importante et par le fait même, une capitalisation dans les fonds de dotation, quand même assez importante pour les organismes qui ont participé activement au programme. Alors, je vais vous donner un exemple qui est particulier, mais qui est quand même intéressant pour un organisme d'ensemble musical de 3 personnes. Ils ont eu l'aide de mécènes vraiment attentionnés. Ils ont réussi à constituer un fonds de 2 millions à perpétuité. Alors, en pratique, ce que ça veut dire, si les rendements sont de 5 par année, et les revenus de l'organisme sont de 100 000 $ qui provenant de ce fonds. Alors, et c'est à perpétuité. Et si l'organisme se dissout, le fonds est transféré à un autre organisme culturel. Alors, ce volet-là de capitalisation a été et est toujours très important. Donc, a amené aussi des mécènes à s'organiser en réseau. Donc, il y a un réseau depuis 2013 qui s'appelle Mécénat Musica, qui a suscité l'intérêt de près de 200 donateurs qui ont contribué pour au-delà de 50 millions de dons à la culture. Donc, c'est un autre impact de ce réseau-là de mécènes. Un rôle de levier. De levier que le programme a suscité. Et autour de l'activité philanthropique des organismes aussi, s'est développé un réseau de soutien, donc de formation, de conseils, d'expertise offerts par les conseils régionaux de la culture, le Conseil des arts de Montréal, les HEC, les universités, donc qui offrent aux organismes le développement des compétences en philanthropie. Donc, ces éléments-là constituent un peu des paramètres du portrait de ce qui s'est passé dans les 20 dernières années. Maintenant, la situation actuelle, vous l'avez décrite tantôt, qu'est-ce qui s'est passé? On arrive à qu'on peut appeler presque une crise de financement. Bien, la COVID a frappé très dur. Donc, Yvan, vous nous avez présenté un bon portrait de la philanthropie dans le domaine culturel. J'aimerais peut-être mieux comprendre qui sont les acteurs. Quand on parle de philanthropie culturelle, à qui s'adresse-t-elle? Bon, j'ai mentionné tantôt
puis il y avait eu une démocratisation. Évidemment que les institutions culturelles sont le fer de lance des activités philanthropiques. Quand on parle de Musée des beaux-arts, Théâtre du Nouveau Monde, l'Orchestre symphonique de Montréal, de Québec, toutes ces institutions-là font des campagnes, ont besoin du financement public, philanthropique, pour combler les besoins, soit en termes de campagnes d'immobilisation ou de campagnes de soutien aux organisations. Donc, oui, les grandes institutions sont vraiment partie prenante et fer de lance de cette philanthropie, mais les programmes d'encouragement dont j'ai parlé tantôt ont permis à des organismes de plus petits, moyens, aussi de participer à la philanthropie. Là, on parle d'organismes des secteurs principalement de musique, de musées, de théâtre qui ont été les plus actifs, mais aussi de la danse, des arts visuels, des arts du cirque. Alors, il y a vraiment une diversité d'organismes engagés qui ont besoin de ce soutien philanthropique-là pour proposer à la population québécoise les œuvres, les spectacles, parce que tout ça a un coût, a un prix. Et il y a un enjeu, évidemment, de financer par les différents leviers, comme dont j'ai mentionné tantôt, gouvernement, activités commerciales. Donc, il y a un défi pour tous ces organismes-là de financer l'ensemble de leurs activités. Et ça, j'imagine, à travers tout le Québec, parce qu'on parle souvent de la culture à Québec, Montréal, mais je pense que c'est des réalités que vivent aussi les organismes un peu partout sur le territoire. Bien, quand je parlais des 400 organismes, ce qui est intéressant, c'est que près de 40 des organismes qui ont participé étaient des organismes en dehors de Montréal et de Québec. Donc, le programme a sensibilisé, permis à des organismes de s'engager dans l'activité philanthropique au cours des 20 dernières années. Maintenant, il y en a qui ont fait l'expérience, qui ont décidé de réfléchir après avoir fait une expérience parce que c'est pas facile. D'autres s'y sont engagés davantage, donc il n'y a pas nécessairement un parcours égal pour l'ensemble des organismes qui ont décidé de faire des campagnes philanthropiques. J'imagine que la philanthropie est d'autant plus importante pour rendre accessible la culture dans l'ensemble, au-delà des organisations, mais la rendre aussi accessible un peu partout. Là. Ben oui, la philanthropie, c'est le contact avec la communauté. Hein? C'est la relation avec la communauté. On dit à la communauté, nous, on vous offre nos productions, mais on a besoin de vous pour nous soutenir. Et on a besoin de vous pour être avec nous, pour grandir aussi à tous les niveaux. Donc, c'est un soutien à la création, à la production, à la diffusion. C'est un soutien au soutien des ressources humaines, aux équipements, à tous les coûts que peuvent engendrer l'ensemble des productions. C'est bien. Alors, je le disais au début de l'épisode, en introduction, on sent que le secteur philanthropique culturel vit une crise. Pouvez-vous nous expliquer à quoi c'est dû? C'est quoi cette crise-là? Ou quels sont les facteurs là, qui alimentent un peu la crise dans le secteur philanthropique culturel? Vous avez mentionné l'étude de BNP qui est assez parlante. On parle que le nombre de donateurs a baissé de 17,5 là, de 2017 à 2021, que le nombre de dons a baissé de 10 que le total des dons a baissé de 35 Bon, bien sûr, il faut voir. Ces chiffres, d'ailleurs, sont corrélés par des statistiques des conseils des arts à des niveaux plus nuancés, mais la baisse est quand même significative. Évidemment, il faut parler de la COVID, qui a eu un effet, je dirais, dramatique sur la culture dans son ensemble, parce que tous les spectacles, évidemment, les salles étaient fermées. Et il y a eu des relations qui n'ont pas eu de continuité avec les donateurs pour plusieurs organismes qui ne pouvaient pas avoir d'activité publique. Le financement public, selon les études faites par l'analyse faite par les médias, Le Devoir, n'ont pas suivi l'augmentation des dépenses.
Donc, on se retrouve et les activités d'opération, de revenus générés par les opérations ont diminué aussi parce qu'il y a une baisse de clientèle, une baisse de vente de billets suite à la fermeture des salles. On peut comprendre qu'il faut revenir Tous les éléments étaient là Bon, pour là, il y a comme créer... une crise à 3 niveaux, philanthropique, revenus autogénérés et financement gouvernemental qui n'a pas suivi la courbe des dépenses. Donc, on est un peu dans cette, je dirais, situation très difficile. On comprend que la réponse n'est pas uniquement philanthropique, que là, il y a une question qui est beaucoup plus large au niveau du financement public, de l'ajustement du financement public pour stabiliser la situation. Et aussi pour la population générale, de revenir voir les productions culturelles, à les encourager à travers les habitudes qui ont pu être prises pendant la COVID, de rester chez soi. Je pense qu'il faudrait apprendre comme communauté à soutenir notre culture, notre identité aussi. Yvan, je souhaiterais maintenant qu'on parle davantage peut-être des solutions pour faire face à ce type de crise. Ces dernières années, on a vu sortir plusieurs études sur le secteur. Je résumerai leurs conclusions en disant que le secteur doit faire évoluer ses pratiques vers plus de professionnalisation et d'autre part, misant sur une philanthropie de proximité. Un véritable virage en termes de pratiques dans la culture philanthropique en milieu culturel. Quel commentaire ça vous inspire, ces conclusions-là? Il y a vraiment une réflexion importante à faire au niveau du financement gouvernemental avec les organismes et le gouvernement, faire le point sur la situation et tenter de stabiliser là, l'évolution du financement en relation avec l'augmentation des dépenses. En ce qui concerne le financement philanthropique, oui, mais moi, le message que je lancerais, c'est qu'il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas que les organismes arrêtent leur activité philanthropique, même si les résultats sont un peu moindres que ceux qui existaient auparavant. D'une part, il faut absolument qu'il y ait une révision des programmes d'encouragement pour qu'ils soient bonifiés. Placement culture, la subvention, le budget total de 5 millions n'a pas bougé depuis 20 ans. Alors, je pense qu'il faut l'ajuster avec tout le développement et le succès que le programme a eu. Il y a un encouragement à faire à cette mesure de philanthropie culturelle, pour soutenir la philanthropie culturelle. 2, au niveau des organisations, comme je le mentionnais, il ne faut pas arrêter. Et il faut aussi, oui, la philanthropie de proximité, c'est-à-dire se rapprocher de la communauté, parce que la culture profite à l'ensemble de la communauté et la communauté doit aussi s'engager dans le maintien et le développement de la culture. Et il y a comme l'œuf et la poule. Si on veut que les organismes soient mieux soutenus par la communauté, les organismes doivent aussi s'engager dans leur communauté. Alors ça, c'est une relation réciproque. Une relation qui doit être réciproque, donnant-donnant, et c'est, je pense, une écologie importante dans la philanthropie. La philanthropie de proximité souhaite, dans la proposition qu'en a fait Wendy Reed, que les organismes partagent avec leur communauté les orientations artistiques, la communauté soit associée là, davantage qu'au don qu'on leur demande. Donc, qu'ils soient des partenaires dans le développement de l'organisation. Que la culture soit un membre officiel de la communauté en tant que telle, si on parle de proximité. Exactement. Donc, il y a un pas que plusieurs ont fait. Ça se passe dans des communautés, puis il y a un pas qui reste à faire pour plusieurs autres. Je pense que c'est une clé importante parce que quand la communauté soutient davantage la culture, c'est sûr que les gouvernements vont écouter davantage les revendications du milieu culturel. Puis quand on parle de professionnalisation de la philanthropie en milieu culturel, on en est où exactement? Il y a eu un grand bond qui a été fait au cours des dernières années avec le réseau de soutien dont je parlais tantôt. Mais actuellement, je dirais, il faut garder l'expertise qui s'est développée. Le danger actuellement, c'est que à cause des difficultés financières, que les ressources qui ont été développées en philanthropie culturelle, le risque, c'est de les perdre
parce que au niveau des revenus, il y aura une perte de capacité de rémunérer les gens qui ont acquis les compétences, les directions générales qui ont acquis les compétences. Et je dirais, en relation avec ça, à moyen terme, il est très important de former les dirigeants de la culture à la philanthropie. Ce n'est pas un à côté. C'est un élément essentiel du développement de la culture, du financement de la culture et du lien avec la communauté. Il y a une sensibilisation à faire des différents acteurs, j'imagine? Oui, c'est ça. Il y a des sensibilisations, mais il y a aussi une formation à repenser au niveau de la formation globale des dirigeants en culture. Alors ça, c'est aussi une réflexion qui doit être faite par les institutions qui donnent la formation. Vous avez dressé quelques pistes de solutions. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous voyez à long terme qui devront être mises en place? Bien, globalement, là, on vit une crise de financement. Je pense que le focus est vraiment centré là-dessus. Il y a un besoin de stabilisation parce que la culture est un milieu fragile. Hein? En termes philanthropiques, la culture n'est pas dans une des 10 premières causes. Puis c'est pas juste au Québec, c'est au Canada, puis en Angleterre, dans d'autres pays aussi. Là, on comprend que la culture, c'est pas donner à manger à celui qui a faim. Directement, c'est pas le soin à l'hôpital, c'était dans la pyramide de Maslow, c'est un niveau secondaire, mais essentiel pour une société. S'il n'y a pas de culture dans notre société n'a pas de lien entre elles. Donc, l'aspect financier est essentiel. L'aspect lien avec la communauté est fondamental. Et l'aspect réseau de soutien à la culture par les conseils, les tables de concertation aussi est très important. Donc, évidemment, j'ai dit la culture n'est pas une des causes privilégiées, mais il faut que les donateurs, les mécènes en soient conscients qu'ils sont un moteur pour le maintien de notre identité. La culture n'est pas non plus un secteur privilégié par l'État pour son financement. C'est moins de 2 % du financement global du budget québécois qui va à la culture. Donc, si on veut, on parle d'un financement qui doit être appuyé par l'achat de billets, la présence au spectacle, l'achat d'œuvres artistiques et par le volet philanthropique aussi. Est-ce qu'une des solutions, c'est le plaidoyer ou est-ce que c'est pour les organisations de faire davantage de maillage ou de faire davantage de collaboration? Est-ce que ça fait partie des solutions là, qui sont ou des façons de faire qui doivent être mises de l'avant? Bien, pour ce qui est du plaidoyer, je pense qu'on a vu que c'est amorcé à la fin de 2024. Il y a eu des représentations par plusieurs associations, des lettres signées par des artistes, des prises de position par des experts en culture pour un meilleur financement, mais aussi pour une réflexion collective sur la situation. Alors, le plaidoyer est fort de la quantité de personnes qui y participent et de la capacité de parler d'une même voix. Alors, ça, je pense que c'est un élément qui va être important au cours des prochains mois pour le secteur de la culture. Et il faut espérer une écoute de la part des gouvernements parce que c'est les gouvernements qui ont mis sur pied les programmes. Les programmes ont bien fonctionné. Il faut les ajuster au niveau des dépenses, comme on le fait pour tous les autres secteurs. L'éducation, la santé, la culture a besoin aussi d'ajustement au niveau des dépenses. Ce n'est pas une revendication farfelue, c'est une revendication légitime. Et je pense que tout le secteur, les secteurs de la culture, qu'ils soient à Montréal, à Québec ou dans l'ensemble des régions, ont tout intérêt à parler d'une voix commune à ce niveau-là. On a parlé beaucoup des défis de financement. Est-ce que vous voyez d'autres défis à d'autres égards pour la philanthropie culturelle? Est-ce qu'il y a d'autres défis Est-ce que, par exemple, l'arrivée des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, par exemple, est-ce que ça pose défi aussi aux organisations philanthropiques?
Ben oui, c'est extrêmement important. On le sait dans l'ensemble du secteur de la culture. Il y a une utilisation de l'intelligence artificielle par les grands médias, dont certains prévoient qu'on va pouvoir avoir de la traduction, qu'on va pouvoir avoir de la conception, alors qu'on va pouvoir utiliser les œuvres même sans rétribution de droit d'auteur. Donc, il y a en guillemets, l'intelligence artificielle est à la fois perçue comme un outil potentiel, mais aussi une menace à la création artistique, à la reproduction sans droit d'auteur, parce que c'est un élément très important, là, le respect des droits d'auteur dans le secteur de la culture. Alors, il y a là aussi des approches, mais prudentes, je dirais. Actuellement, on voit le potentiel, mais on voit aussi la menace. Merci beaucoup, Yvan, pour vos éclairages sur la philanthropie culturelle qui aura permis de dresser un meilleur portrait de la situation. Merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui. Nous nous revoyons très bientôt pour une autre discussion sur l'évolution de la culture philanthropique d'ici. Merci.